Le 2 avril a lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Cette journée vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Dans cette édition, nous ferons un zoom sur la pathologie. Depuis quelques jours, la ville de Bamako est en proie à un dôme de chaleur avec des températures très élevées. Ainsi, les prévisions climatiques montrent que d'ici au 5 avril, la capitale pourrait être soumise à des températures encore plus élevées. Quels sont les comportements à adopter face à cette forte chaleur à suivre? L'utilisation de produits chimiques dans la production et la commercialisation des produits agricoles devient l'une des principales inquiétudes de la population. Ce soir, nous parlerons des effets que ces produits peuvent avoir sur notre santé. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, rendons-nous au Sénégal. Investiture du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ce mardi 2 avril. L'événement s'est déroulé au Centre international Abdou Diouf à Diamniadio, à 30 km de Dakar. Le 5e président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que plusieurs autres personnalités ont pris part à cette cérémonie, dont le colonel Malick Diaw, président du CNT, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye promet un Sénégal émergent avec une justice indépendante, plus de souveraineté ainsi que l'apaisement du climat social après des années d'agitation. Comme annoncé au sommaire, ce 2 avril est célébrée la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Il s'agit d'un handicap qui se manifeste à travers un trouble qui se caractérise par des difficultés de communication. Cette journée permet donc de marquer le soutien aux personnes concernées et à leurs proches. Suivons le reportage de Aminata Zoumana Sako. Amadou Gueye, 19 ans, souffre de l'autisme. Son père dit avoir constaté sa maladie lorsqu'il avait 2 ans. Par autisme, entendez là un trouble neurologique caractérisé par des difficultés de communication. Depuis le jour de la naissance de mon enfant, moi j'ai senti mon enfant. Mais j'ai fait 2 ans de tour avec mon enfant, personne n'a trouvé, ils disent que c'est un enfant normal. D'autres ont dit que c'est un sourd-muet, d'autres ont dit que c'est souvent de la méningite. Mais on a trouvé que tout ça après que ce n'était pas ça. Le premier combat d'une maman ou d'un parent autiste, c'est d'abord accepter l'handicap de son enfant et d'en être fier. Et maintenant de chercher à le faire évoluer par rapport à son indépendance. Je me sens comme toute autre maman, mais plus forte que les autres mamans. Parce qu'avoir un enfant différent, c'est un vrai combat. C'est des enfants qui ont du mal à communiquer. D'autres ne parlent pas, même d'autres quand ils parlent peu, ou bien ils utilisent une façon de communiquer qui n'est pas comme les autres, un peu spécifique. Les autres ne les intéressent pas trop, ils sont concentrés sur eux-mêmes. S'agissant des causes de la maladie, elle reste peu connue selon cet agent de santé qui souligne tout de même la fréquence dans les mariages consanguins. Ce qu'on connaît dans l'autisme, c'est peut-être des causes, des pistes héréditaires, parce que dans certaines familles où il y a l'autisme, c'est plus fréquent là-bas. Mais aussi il y a des familles où il n'y a même pas l'autisme surgit comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans l'autisme. Donc pour prévenir l'autisme, c'est un peu compliqué. C'est une maladie qu'il faut comprendre d'abord, connaître d'abord, et jusqu'à présent les causes sont inconnues. Ce 2 avril, la journée internationale dédiée à cette pathologie est l'occasion de renforcer les plaidoyers en matière d'assistance des personnes atteintes. Oui, l'assistance en ce sens qu'il n'y a point de traitement approprié. Parce que la prise en charge est un peu spécifique. Ce n'est pas comme les autres. Les médicaments ont peu de place dans l'autisme si l'autisme est isolé. Mais dans certains cas d'autisme, l'autisme n'est pas isolé. L'autisme est associé à d'autres maladies, telles que l'épilepsie par exemple, ou bien l'instabilité de l'enfant, qui ont besoin souvent qu'on les apporte un peu de médicaments. La dame d'Ibrahim Boubacar Keïta, Mme Keïta m'a donné des trucs et puis l'association Christ. Mais j'ai donné à des enfants 200 kg de riz, un sac de sucre, un bidon de 20 litres d'huile, des cartons de savon, des habits. Mais ça a trouvé qu'un parent m'avait dit qu'il ne s'occupe pas de ses enfants parce qu'il ne leur rapporte plus rien. Mais j'ai dit que tu as oublié Dieu. Mais le jour qu'on a donné le riz à son enfant, il m'a appelé. Il dit qu'il n'avait pas compris. Donc c'est pourquoi nous nous battons.
Une assistance humanitaire qui doit être renforcée quand on sait que la prise en charge des autistes n'est pas chose aisée. Regardez, quand un psychologue donne cours à ces enfants-là, il faut 10 000 francs par heure. C'est pareil, les psychiatres, les psychologues, les orthophonistes. Il faut 4 séances par semaine. Les médicaments coûtent extrêmement cher. Moi, le traitement de mon enfant, c'est par semaine, c'est plus de 80 000. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Nul n'étant à l'abri de la maladie, la contribution de tous à la prise en charge des personnes atteintes d'autisme s'avère déterminante. Contribution qui devra soulager tant soit peu ces personnes souffrant de cette pathologie. BCA Bloom du CNC Powerwash, un projet initié par WaterAid Mali et financé par la fondation Conrad N. Hilton. Le projet consiste à faciliter l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement en milieu sanitaire. La phase dont il est question fait l'objet d'un atelier de validation du plan harmonisé d'appui à la mobilisation des fonds endogènes dans les établissements de santé. Aminata Amadoula. Promouvoir le WASH en milieu sanitaire, c'est-à-dire faciliter l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans les centres de santé. C'est l'objectif du projet BCA Blonde des CNC Powerwash. Initié par WaterAid Mali et financé par la fondation Conrad N. Hilton, une réflexion est faite pour mobiliser des fonds endogènes dans les établissements de santé. Fonds classique, c'est ce que vous connaissez, le budget de l'État est un fonds classique. Les budgets des partenaires, en tout cas dans sa forme actuelle, c'est des fonds classiques. Maintenant, si on parle des fonds qui sont des fonds endogènes, c'est des fonds au niveau local. Par exemple, quand vous prenez un centre de santé, au niveau local, devait être en mesure de mesurer des fonds qui lui sont propres. Si je dis propre, même les entreprises locales qui l'accompagnent, nous les considérons comme étant des fonds propres. Pour atteindre l'objectif fixé, un atelier de validation du plan harmonisé d'appui à la mobilisation des fonds endogènes dans les établissements de santé a été organisé. Un cadre qui a permis de proposer un certain nombre de leviers visant à faciliter la levée de fonds pour garantir le WASH en milieu sanitaire. Harmoniser, c'est juste, nous sommes une variété d'interventions, donc il est beau d'avoir un outil, une sorte d'outil qui devait permettre à l'ensemble des parties prenantes de pouvoir au moins avoir des approches innovantes pour pouvoir lever ces fonds. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment lever ces fonds. Tout le monde connaît l'intérêt de ces fonds, mais comment les lever? Et donc c'est cette approche que nous proposons aujourd'hui aux différents acteurs, afin que chacun à son niveau puisse avoir des fonds locaux, mais également avoir aussi des fonds nationaux, parce que les deux se complètent. Pour atteindre l'accès universel WASH à l'horizon 2030, notre pays s'est engagé à faire du WASH une réalité dans les établissements de santé. Il s'agit d'avoir de l'eau potable, de réaliser les installations sanitaires, de mettre en place les dispositifs de lavage de mains fonctionnels, entre autres. Pic de chaleur, on en parle dans cette édition. Depuis quelques jours, notre capitale enregistre des températures allant jusqu'à 44 degrés. Des températures qui, selon Mali Météo, atteindront les 46 degrés entre la période du 1er au 5 avril. Malgré cette canicule, chacun va à ses occupations, observant le jeûne du Ramadan. Face à cette situation, l'une de nos équipes de reportage, dirigée par Aruna Kiandamele, est allée à la rencontre d'un spécialiste en déontologie médicale. Suivant. Ces derniers jours au Mali, particulièrement à Bamako, il est ressenti des températures élevées allant jusqu'à 44 degrés Celsius. Selon Mali Météo, les températures seront en hausse et varieront entre 40 et 46 degrés au cours de la semaine du 1er au 5 avril. Face à cette canicule, les spécialistes de la santé nous prodiguent des conseils. C'est de vraiment faire attention à son état d'hydratation, voilà, et d'éviter les zones de forte chaleur, d'éviter de sortir pendant les moments des pics de chaleur, par exemple entre 11h jusqu'à 15h où il y a une forte chaleur. S'il n'y a pas nécessité de sortir, de rester à la maison, de tout faire aussi pour pouvoir rendre les maisons assez humides et commodes, et aussi vraiment d'éviter de fournir assez d'efforts physiques, et surtout de boire beaucoup d'eau, même si on n'a pas soif, de boire, parce que la consommation journalière normale tourne autour de 1,5 à 2 litres d'eau. Nombre de nos concitoyens vivent des activités physiques, alors notre interlocuteur répond comment concilier avec la forte chaleur. Pour ceux qui fournissent beaucoup d'efforts physiques pendant cette période de forte chaleur,
ça peut être extrêmement grave pour eux. C'est pour ça que ce que nous conseillons, c'est vraiment de marquer des pauses et vraiment de diminuer aussi l'intensité de l'effort physique. Parce que qui dit effort physique dit travail de muscles. Et les muscles, ça dépense de l'énergie, ça dépense de l'eau et ça fait qu'on perd de l'eau quand, n'est-ce pas, on fait une activité physique intense. Actualité oblige, nous sommes dans le mois de Ramadan, les jeûneurs sont aussi concernés. Mais maintenant, la conduite à tenir, c'est de boire pendant la rupture. Les gens ils doivent beaucoup boire de l'eau. Et tous les autres conseils que j'ai précédemment cités sont valables, surtout pour ceux qui sont en carême. Par exemple, pendant la journée, il faut limiter les efforts physiques. Il faut éviter les endroits très chauds. Il faut vraiment se décontracter, c'est-à-dire les habits trop chauds, il faut les éviter. Il faut s'habiller avec des habits en coton et tout ce qui va avec. Et aussi de se tremper les visages, de se laver les avant-bras, de verser de l'eau sur la tête pour pouvoir permettre à l'organisme de se refroidir. Et surtout, pendant les sougours, les petits déjeuners de 4 h du matin, il faut boire de l'eau. Et après l'iftar jusqu'au sougour, il faut avoir des séquences quand même de consommation d'eau pour pouvoir maintenir cet équilibre au sein de l'organisme. D'après notre spécialiste en déontologie médicale, en cette période de forte chaleur, faisons boire beaucoup d'eau aux enfants et aux personnes âgées. Ce soir, nous mettons l'accent sur la valeur nutritive des aliments que nous consommons. En effet, l'un des aspects souvent négligés est le processus de mûrissement des produits agricoles. Ces méthodes artificielles incluant l'utilisation de produits chimiques pour accélérer le mûrissement deviennent inquiétantes. Suivons le reportage de Aïssata Silla. Les fruits, ces merveilles colorées de la nature, ne sont pas seulement délicieux, mais ils regorgent également de bienfaits sur la santé. De nos jours, certains fruits subissent des traitements chimiques avant consommation, un moyen pour des commerçants d'accélérer le processus de maturation et aussi de garder une belle couleur. On utilise des produits chimiques là, juste seulement pour que ça attire les clients. On achète ces produits chimiques là, on met ça dans l'eau et puis on verse ça sur le produit. Nous voici chez un autre vendeur qui pratique une méthode plutôt naturelle. Selon lui, elle permet de faire mûrir les fruits sans pourtant perdre leur goût et leur valeur nutritionnelle. Chez nous ici, il n'y a pas autre méthode. On a des conteneurs frigorifiques. Quand les bananes viennent les producteurs, on les met dans les caisses. On pèse 30 kg, on les met dans le frigo. 7 ou 6 jours, ça va mûrir, ça les conserve. C'est ça qui fait que les bananes deviennent jaunes comme ça. Pour ce consommateur, certaines techniques de maturation peuvent affecter le goût et la texture des fruits par rapport à ceux qui mûrissent naturellement sur l'arbre ou la plante. Tout récemment, on m'a vendu des papayes en me disant que c'était sans produits chimiques. En mangeant, j'ai constaté que le fruit n'avait pas un goût naturel. L'éthylène est une hormone naturelle de mûrissement produite par les plantes. Cependant, l'utilisation abusive de ce produit peut provoquer des risques sur la santé humaine. Les produits chimiques que nous utilisons, il faut savoir que c'est des fertilisants qui permettent ce qu'on appelle la multiplication rapide des bactéries et des virus pour permettre à ce que les fruits arrivent à maturité rapidement. Bien sûr que ça a des conséquences. Les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, et aussi vous constatez que généralement la plupart des fruits que nous utilisons ou bien des légumes que nous utilisons, souvent ils sont déjà arrivés à leur stade de purification parce que déjà c'est des aliments où l'engrais a dépassé ou bien soit l'engrais a fait son effet jusqu'à ce qu'on ne peut plus les conserver pendant longtemps. Il y a des produits bio, surtout l'utilisation de la fumée naturelle, la fumée qu'on tire généralement des enclos, des moutons et autres. Ça a toujours été les produits naturels qui sont utilisés pour permettre à nos produits d'arriver à maturation. Et récemment aussi, il y a des fermiers qui ont compris que cela a beaucoup plus de valeur que d'utiliser les engrais. Et ils utilisent généralement ce qu'on appelle les canards, en mettant les canards dans les champs. Et les canards, en mangeant les petits poissons aussi, vont faire leurs déchets dans les champs. Et cela va permettre de fertiliser les sols pour que les fruits et les légumes puissent être bien mûris. En comprenant les risques associés à ces produits chimiques, il est donc essentiel de promouvoir des pratiques agricoles plus durables et respectueuses de l'environnement et d'utiliser des méthodes naturelles pour une bonne santé. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments sur ORTM2.